Des tunnels sous-marins au bâtard d'eau, voici quelques constructions aquatiques et sous-marines incroyables. Avez-vous déjà pris la route ou le train sous l'eau? Pour ceux qui ont déjà vécu cette expérience, vous êtes-vous déjà demandé comment les tunnels sous-marins sont construits? Prenons par exemple le tunnel sous la Manche qui relie la France à l'Angleterre. Pour construire ce tunnel, il a fallu apporter des tunneliers afin de creuser et pomper l'eau grâce à des machines de pompage qui ont été déposées au niveau le plus bas. La construction de ce tunnel a pris 6 ans, entre 1987 et 1993. En revanche, d'autres tunnels, comme celui qui relie le sud de Boston à l'aéroport de la ville, ont été réalisés autrement. En effet, des tubes en acier ou en béton préfabriqué ont été enfoncés dans les tranchées creusées dans les fonds marins. Les tunnels sous-marins, il en existe un peu partout dans le monde. Ils peuvent s'étendre sur quelques kilomètres, voire quelques dizaines de kilomètres. Le plus profond du monde est le tunnel routier d'Eksund, qui se trouve en Norvège avec 264 mètres sous le niveau de la mer. D'autres tunnels vont suivre également, probablement en utilisant de nouvelles technologies, et qui sait, peut-être verrons-nous un jour un tunnel transatlantique reliant l'Europe à l'Amérique. Les tunnels sous l'eau sont une véritable prouesse, mais le projet dont nous allons vous parler maintenant dépasse l'entendement. Il s'agit de la réalisation d'une liaison ferroviaire sous-marine de près de 2000 km, reliant la ville de Fujairah aux Émirats Arabes Unis à Mumbai. Tenez-vous bien, en Inde. Le train passera à travers un tunnel étanche, résistant et fixé à une certaine profondeur de manière à éviter le trafic maritime ainsi que les intempéries. Quant à leur vitesse, elle serait d'à peu près 1000 km/h. Ce projet a été annoncé en 2018 et son objectif premier consiste à renforcer le commerce entre les deux pays. Ceci dit, grâce à ce tunnel ferroviaire sous-marin, l'Inde et les Émirats Arabes Unis pourront augmenter leurs importations et leurs exportations, mais aussi assurer le transport des passagers entre les deux pays. Tout cela est bien intéressant, mais encore faut-il attendre pour voir ce projet se réaliser d'ici 2022, si tout se passe bien. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Si je vous parle des îles artificielles, lesquelles traversent votre esprit en premier? Les îles artificielles de Dubaï, bien sûr. C'est à partir de 2001 que Dubaï a démarré ce projet avec la construction de Palm Jumeirah, pour laquelle il a fallu draguer des quantités énormes de sable et de roches. Bien évidemment, les îles artificielles de Dubaï ont contribué à élargir la façade littorale de la ville. Après Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali et Palm Deira. L'émirat a continué avec la construction de The World, un archipel d'îles qui représente une carte du monde. Cet ensemble, composé de 250 à 300 petites îles artificielles, situées à 4 km du littoral et accessibles par bateau, fait 9 km sur 7 km. Là encore, il n'y a pas de commentaire à faire car le petit émirat a prouvé qu'il est un as dans ce genre de construction à la fois luxueux et durable. Notre continent artificiel préféré? L'Europe bien sûr. Les îles européennes comprennent le premier complexe à climat contrôlé du monde créé grâce à une technologie allemande de pointe. Vous trouverez donc de la neige à toute saison, produite à partir d'énergie renouvelable. Qui aurait cru un instant que la neige tomberait à quelques kilomètres seulement de Dubaï? Parlons maintenant d'une autre construction d'une très grande importance, notamment dans la production de l'énergie hydroélectrique. Vous l'avez deviné, ce sont les barrages. Vous n'êtes pas sans savoir que les barrages sont de véritables ouvrages d'art, mais plutôt complexes. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Pour construire un barrage, il faut tout d'abord choisir le site où il sera implanté. Cela peut être une rivière par exemple. Ensuite, il faut rendre le niveau de l'eau de la rivière le plus bas possible, voire l'assécher en la détournant, et cela en mettant en place des barrages provisoires que l'on appelle bâtards d'eau. Ce sont ces bâtards d'eau qui permettront de garder le chantier sec, mais nous en parlerons un peu plus à la fin de cette vidéo. Vient ensuite l'étape des fondations, une étape extrêmement importante lors de la construction du barrage. Quel que soit le type de matériau utilisé, il est nécessaire d'améliorer l'étanchéité du barrage de manière à éviter les infiltrations. Ensuite, on procède au dépôt des matériaux qui doivent être compactés afin d'avoir la bonne teneur en eau, puis disposés de façon à atteindre l'épaisseur souhaitée. Et puis il ne faut pas oublier un élément clé, la hauteur du barrage, car c'est ce facteur-là qui déterminera la puissance de l'eau. Finalement, la construction des barrages, ce n'est pas si compliqué. Imaginez qu'après une bonne nuit de sommeil, vous trouvez à votre réveil des millions de petits poissons qui viennent vous souhaiter bonjour. Vous aurez l'impression d'être plongé dans le monde féerique de la petite sirène, n'est-ce pas? Mais savez-vous qu'il est possible de vivre cette expérience fabuleuse, même dans la réalité?
Eh bien si. Partons à la découverte de la première villa hôtelière sous-marine au monde. Voici la villa Muraka. Elle se trouve aux Maldives et a ouvert ses portes en novembre 2018. Cette villa se compose de 2 suites, dont l'une d'elles, entièrement en verre, est complètement immergée dans l'eau et offre une magnifique vue sous-marine à travers un simple dôme transparent. Attendez une minute. Comment a-t-on fait pour construire une chose pareille à 5 mètres de profondeur? Bon, a priori, on pourrait penser qu'il y avait un chantier sous la mer. Mais en réalité, cette construction de 600 tonnes a été réalisée sur Terre. Elle a ensuite été acheminée vers les fonds marins au moyen d'une grue puis fixée au fond de l'océan grâce à des pieux en béton. Ce qui signifie que cette villa restera solidement attachée, même en cas de houle. Vous venez de découvrir la villa Muraka, mais je suis certain que vous allez reconnaître le Water Discus Hotel, ce projet touristique futuriste dont on a si souvent parlé il y a quelques années. Retournons à Dubaï pour découvrir cet hôtel sous-marin qui ressemble à un vrai vaisseau spatial. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de 2 bâtiments sphériques dont l'un d'eux est complètement immergé. C'est dans cette partie-là que l'on a prévu d'installer les 21 suites, un centre de plongée et toutes sortes de technologies qui permettront aux clients d'explorer les fonds marins. Bref, cet hôtel est tellement spectaculaire que l'on a du mal à y croire. Dormir sous l'eau, c'est une chose, mais que diriez-vous de manger sous l'eau? En Norvège, c'est possible. Car c'est dans la petite ville de Bailey, au sud du pays, qu'a ouvert Under, le premier restaurant sous-marin d'Europe. Pour réaliser ce projet, qui a vu le jour en 2019, une structure de 2500 tonnes a été construite en 6 mois sur une péniche. Ensuite, on y a placé des conteneurs remplis d'eau afin de pouvoir la couler. Dans ce restaurant partiellement immergé dans une mer agitée, les clients peuvent déguster leurs plats à 5 mètres de profondeur. Et d'après les architectes, le meilleur moment pour venir y manger serait par mauvais temps, car cela rend le paysage encore plus spectaculaire. Ces derniers rassurent toutefois les clients en avançant que ce restaurant aux parois épaisses est fixé dans l'eau grâce à 18 points d'ancrage. Et bien entendu, il a été construit de façon à le rendre résistant à toutes les conditions extrêmes. Au menu, des fruits de mer, des crustacés et une vue imprenable sur les fonds marins à savourer. Je suis une construction marine qui sert à l'exploitation d'un champ pétrolier. Qui suis-je? Une plateforme pétrolière, bien sûr. Ces structures marines, généralement fabriquées en acier, peuvent vous paraître un peu intimidantes en raison de leur taille imposante. Elles peuvent être fixes ou flottantes et comportent tous les équipements nécessaires pour le forage ou l'extraction du pétrole. Elles sont construites à terre, puis tractées vers le lieu d'exploitation grâce à de puissants remorqueurs faits pour les hautes mers. Certaines plateformes pétrolières, notamment les flottantes, sont destinées aux grandes profondeurs qui peuvent aller au-delà des 1000 mètres. Bien entendu, chaque champ pétrolier a une durée de vie, ce qui veut dire que la plateforme pétrolière aura une durée de vie également. Mais comment faire alors pour démanteler ces lourdes structures? Croyez-moi, ce n'est pas une partie de plaisir. Cependant, il existe un certain nombre de solutions éventuelles pour pouvoir le faire, ou bien pour les réutiliser sur d'autres sites d'exploitation. Savez-vous comment vous avez pu avoir accès à Internet et regarder cette vidéo? C'est grâce aux câbles sous-marins. Eh oui, ces câbles représentent un élément essentiel dans les communications modernes. Et cette technologie date depuis le 19e siècle. On raconte même que c'est grâce à un câble transatlantique posé en 1858 entre l'Irlande et Terre-Neuve au Canada que la reine Victoria a pu communiquer avec James Buchanan, alors président des États-Unis. Tout cela est bien intéressant, mais savez-vous que les câbles sous-marins sont fabriqués de manière à ce qu'ils puissent être installés dans l'eau sans problème? Après une étude approfondie des fonds marins, ces câbles sont posés grâce à des navires câbliers. Pour enfouir les câbles, notamment dans les eaux peu profondes, des charrues sont utilisées pour creuser des tranchées et y déposer des câbles. Ces derniers sont ensuite couverts de sable, puis la tranchée est rebouchée. Cette mesure permettra de protéger les câbles de tout endommagement pouvant survenir à cause des ancres de bateaux, des animaux marins, des catastrophes naturelles ou de quelques actes malveillants. Aquarius Reef Base. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais sachez qu'il s'agit d'un laboratoire de recherche sous-marine, le seul au monde pour être exact. Il a été construit en 1986, puis transféré dans le sanctuaire marin national des Cays de Floride en 1992. Il se trouve à 9 km au large de Key Largo, à une profondeur de 19 mètres. Ce laboratoire géré par l'Université internationale de Floride est un lieu incontournable pour les océanographes et les chercheurs qui étudient le monde sous-marin, sa faune et sa flore. Mais surtout, ils viennent observer les récifs coralliens qui entourent l'archipel des Cays de Floride et peuvent rester là autant de temps qu'ils veulent. En effet, cette base cylindrique recouverte de mousse et d'algues pèse plus de 85 tonnes et reste sous l'eau, sans jamais remonter à la surface. Ceci dit, elle offre toutes les commodités nécessaires pour assurer le confort et les conditions de travail idéales aux chercheurs.
Après la Floride, direction Melbourne en Australie pour découvrir la jetée Princess Pier. Cette vieille jetée de 580 mètres de long a été nommée ainsi en hommage au prince de Galles qui a visité la ville en 1920. Pendant longtemps, elle a accueilli les bateaux et les navires qui transportaient les migrants et le courrier postal. Mais en 1989, la jetée est fermée et devra attendre plusieurs années avant d'être entièrement restaurée. Cela a nécessité un gros budget ainsi que de nombreux travaux pour la démolition du tablier. Certains de ces travaux ont même été réalisés sous l'eau par des plongeurs. Quant aux pylônes, eh bien, ils ont été rénovés et sont toujours là pour rappeler l'histoire de ce patrimoine. Imaginez une station spatiale sous l'eau. Cela peut vous paraître insensé, mais ces stations sous-marines ont réellement servi à l'étude du comportement de l'homme dans un environnement fermé ressemblant à celui des engins spatiaux. L'une de ces stations, réalisée bien avant l'Aquarius Reef Base, a été Tectit. Elle est considérée comme le plus grand habitat sous-marin américain jamais conçu. Cette base sous-marine de la General Electric, qui se trouvait dans les îles Vierges des États-Unis, a été placée en 1969 à peu près une quinzaine de mètres de profondeur. Elle se présentait sous forme de 2 capsules cylindriques de 4 mètres de diamètre et de 6 mètres de hauteur, reliées entre elles par un tunnel étanche à l'eau. Comme vous pouvez l'imaginer, la mise en place de ces capsules de plusieurs tonnes n'ont pas été facile. En effet, elle a nécessité un nivellement du fond marin ainsi que tous les équipements de submersion et les ressources nécessaires pour pouvoir bien poser la structure à l'endroit approprié et en toute sécurité. Maintenant, revenons au bâtard d'eau. Comme nous l'avons déjà dit, ces structures provisoires jouent un rôle essentiel pour retenir l'eau sur les chantiers de construction des barrages ou des ponts par exemple. Le plus important est qu'ils doivent avoir des murs étanches et plus hauts que le niveau maximal de l'eau. Il existe différents types de bâtards d'eau. Ces derniers peuvent être en terre, en acier, à simple ou double paroi, circulaire ou à diaphragme. Bref, tout dépend de la profondeur de l'eau et de sa pression, de la taille du chantier et d'un bon nombre de critères bien entendu. Alors, vous savez maintenant comment il est possible de construire sur l'eau? C'était quelques-unes des constructions aquatiques et sous-marines les plus incroyables. Qu'en pensez-vous? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires.